Monsieur Philibert Sassou Atissou, bonjour. Bonjour. Vous êtes le leader de la formation politique Togo Autrement. Votre formation n'a pas pris part à l'atelier organisé par l'HCON les semaines dernières. Les conclusions sont tombées. Quelle analyse en faites-vous? D'abord, je voudrais dire tout de suite que nous n'avons pas été invités. Bon, ça nous a évité le fait de réfléchir sur quelle position notre parti devait adopter par rapport à cet atelier. Maintenant, il faut dire que le HCROUN est né de la CVJR pour mettre en application les 68 recommandations que cette commission Vérité, Justice et Réconciliation avait remis au chef de l'État. Et donc, dans la recommandation 8, il est dit que, eh bien, on devait s'occuper de la question des réformes. Et si le HCROUN veut organiser un séminaire sur la question des réformes, il en a le droit. Mais nous disons, ce qui est sorti de cet atelier, et nous avons estimé que c'était de la diversion. C'était de la diversion parce que quand vous prenez la question des réformes, c'est l'APG qui, en 2006, avait dit qu'il fallait faire des réformes. Et l'esprit de l'APG, à l'époque, c'était de dire qu'il fallait réformer les mécanismes et les instruments d'organisation des élections et de gestion du pouvoir. Et donc il fallait faire une révision constitutionnelle, c'est-à-dire le mandat du président de la République, le mode de scrutin, les pouvoirs du Premier ministre, toutes choses qui ont été réformées ou révisées en 2002 par le Parlement monocolore du RPT. Et ensuite, faire des réformes au niveau institutionnel. La Haute Autorité de l'audiovisuel de la communication, la Cour constitutionnelle, le Conseil supérieur de la magistrature, la Cour des comptes. Parce que quand vous prenez les institutions que nous avons au Togo, ces institutions sont sous la coupe réglée. Elles ne sont pas indépendantes et neutres. Quand vous prenez aujourd'hui l'atelier du HCROUN, on a parlé des réformes d'une façon générale, c'est-à-dire réforme politique, réforme sociale et réforme économique. Donc on n'est pas du tout dans l'esprit de l'APG qui préconise une révision constitutionnelle et des réformes institutionnelles. C'est voilà la raison pour laquelle nous avons dit que cet atelier est une diversion, c'est-à-dire qu'on a voulu tout simplement détourner l'attention des populations, détourner le regard des populations sur les questions essentielles qui les préoccupent. Parce qu'en réalité, cet atelier est né après qu'il y ait eu des remue-ménages au sein de la vie politique par rapport à des propos qu'un certain représentant du parti UNIR a tenu à un débat national qui a été organisé, et aussi par rapport aux propos que le chef de l'État lui-même a tenus en Allemagne par rapport à la question de la limitation de mandat. Cet atelier a été organisé pour apaiser la tension qui montait dans le pays par rapport à la question des réformes. Parce qu'on pouvait se demander comment se fait-il que le HCROUN a été institué par décret depuis 2014 et que l'atelier n'est intervenu qu'en 2016. Alors notre parti a estimé que eh bien, cet atelier est une diversion et que la question des réformes devait s'inscrire dans une temporalité. Pour nous, il y a les réformes de court terme, les réformes du moyen et du long terme. Les réformes de court terme, tout le monde les connaît. C'est la limitation du mandat du président de la République, le mode de scrutin. Voilà un peu les réformes que l'on doit faire sur le court terme. Bon, maintenant, les réformes qui sont des réformes économiques, des réformes sociales, chaque fois que le pays serait en train d'avancer, on verra quelles sont les réformes qui s'imposent pour adapter la gestion du pays, l'évolution du pays aux nouvelles donnes qui s'imposeraient à notre pays. Alors, si aujourd'hui le HCROUN nous dit qu'il y a eu un consensus sur des réformes à opérer,
notamment des réformes sociales, des réformes économiques, eh bien, nous disons que ce qui préoccupe aujourd'hui les Togolais, c'est les réformes politiques. Et ces réformes-là sont la limitation du mandat du président de la République et le mode de scrutin. Heureusement que sur ces deux réformes, on nous a dit également qu'il y a eu un consensus au cours de l'atelier du HCRU. Et maintenant, qu'est-ce qu'on attend? Il faut mettre en œuvre ces réformes-là. Voilà, sur la base de ces conclusions, on laisse entendre qu'il y a eu de consensus, mais sur la limitation de mandat présidentiel, il n'y a pas grand-chose. Le rapport a été remis au chef de l'État. Est-ce que vous avez eu ces informations? Oui, nous avons eu vent de ce que, eh bien, les conclusions qui ont été remises au chef de l'État, puisqu'on nous a dit que les conclusions de l'atelier ont été remises au chef de l'État et qu'il aurait été très enthousiaste devant les conclusions. Mais il se sursure que par rapport à la limitation du mandat, ce qui a été arrêté au cours de l'atelier, ce n'est pas ce qui a été remis fidèlement au chef de l'État. Et cela ne nous étonne pas au sein de notre parti, le Togo Autrement, parce que nous avons écouté l'un des rapporteurs du HCRUN qui a dit qu'il y a eu un consensus sur la limitation du mandat, mais sur le nombre de mandats à faire, eh bien, il faudra que les politiciens s'asseyent pour en discuter. Ça aussi, c'est une incongruité, c'est une aberration pour nous. Parce que si tout le monde est d'accord qu'un consensus a été trouvé sur la limitation du mandat du président de la République, eh bien, tout le monde sait que c'est limitation du mandat à 2, un mandat de 5 ans renouvelable une seule fois. Et quand vous allez même dans les recommandations de la CVJR, la recommandation numéro 5 dit qu'il faudra limiter le mandat du président de la République et qu'il serait souhaitable qu'on en revienne à la formulation de l'actuelle Constitution en son article 59. Le président de la République est élu pour un mandat de 5 ans renouvelable une seule fois. Donc ça a été dit expressément. Donc maintenant, si on nous dit aujourd'hui que dans les conclusions qui ont été remises au chef de l'État, eh bien, il y a eu la limitation de mandat, mais on ne sait pas à combien et on ne sait pas quelle est la durée de ce mandat, eh bien, nous disons que nous avons raison quand nous avons dit à la fin de l'atelier du HCRUN que cet atelier a été une diversion tout simplement qui consistait à détourner l'attention des populations togolaises sur ce qui les regarde véritablement, à savoir les réformes de court terme, la limitation de mandat et le mode de scrutin. Sur la base de ces conclusions, on semble un traficotage du rapport. Et comment peut-on expliquer une telle démarche de la part de HCRUN? Sur la base des conclusions de ce rapport remis au chef de l'État, on semble qu'il y a un traficotage, donc notamment au niveau de ces conclusions au chef de l'État. Comment peut-on expliquer ça? Oui, mais il faut expliquer cela tout simplement par le fait que, eh bien, cet atelier a été une décision du chef de l'État lui-même. C'est le chef de l'État qui a demandé au HCRUN d'organiser cet atelier sur la question des réformes. Parce que, comme je le disais tantôt, il y avait une levée de bouclier par rapport à certaines interventions qui avaient été faites dans les dernières périodes. Des interventions qui ont mécontenté les Togolais. Et on a voulu donc organiser cet atelier pour faire baisser ces tensions et dire aux populations que le pouvoir exécutif était en train de s'occuper de la question des réformes. Et également, il fallait occulter, mettre de côté la proposition de loi que le groupe parlementaire ANC, les députés ont déposé sur la table de l'Assemblée nationale, écarter cette perspective et donner la possibilité au chef de l'État de créer plus tard sa commission, de lui confier la réflexion sur la question des réformes et puis de demander à cette commission de rédiger une nouvelle constitution qui va nous amener progressivement vers une 5e République. Et tout ça est destiné à donner du temps
au chef de l'État pour pouvoir agir. Et pendant ce temps, on calme les populations, on se donne le temps d'agir, on occulte la proposition de loi qui est sur la table de l'Assemblée nationale et on fait les choses. Donc aujourd'hui, si on a remis des conclusions au chef de l'État qui ne sont pas restés fidèles au consensus qui ont été trouvés à l'atelier du HCRUN, donc il est évident que ceux qui ont dit que cet atelier n'était que de la diversion et que ça n'apporterait aucun changement sur la lancinante question qui préoccupe les Togolais, la question des réformes, eh bien ceux-là ont raison. Parce qu'aujourd'hui, nous n'avons pas besoin d'un atelier de plus. Parce que sur la question des réformes, notamment les réformes de court terme, la limitation de mandat et le mode de scrutin, on n'a pas besoin d'un atelier pour savoir ce qu'il y avait à faire. Depuis l'accord politique global en 2006, en passant par tous les CPDC, toutes les réflexions qui ont été faites, les recommandations de la CVJR, tout le monde sait exactement ce qu'il faut faire aujourd'hui. Nous n'avons pas besoin d'un atelier de plus. Et donc, si on nous dit aujourd'hui qu'on a remis des conclusions qui ne sont pas fidèles à ce qui a été dit à l'atelier, ça ne nous étonne pas. Ça nous donne raison à nous qui n'avons pas participé à cet atelier et qui l'avons qualifié de véritable diversion. Voilà, certains universitaires évoquent déjà que la politique, c'est une question de rapport de force. Et si tant est qu'on veut les réformes, il faut aller vers ce rapport de force. Vous êtes l'idée de formation politique. Qu'en dites-vous? Oui, ce ne sont pas les universitaires qui ont dit que la politique était un rapport de force. Celui qui dit ça ne nous apprend rien. Tout le monde le sait. Qu'en politique, eh bien, il faut les rapports de force. Surtout dans un pays comme le nôtre, qui n'est pas encore sorti de la logique des rapports de force. Parce que, vous savez, en démocratie, les rapports de force se passent surtout sur le plan des idées. Parce que c'est idée contre idée. Et l'on dit souvent que la démocratie, c'est le combat des idées, c'est la lutte des idées. Donc les rapports de force dans un pays normal devaient se passer sur le plan des idées. Bon, maintenant, si nous disons que nous sommes au Togo et que nous admettons que la politique est une question de rapport de force, et donc il appartient aujourd'hui aux partis de l'opposition, si ces partis-là souhaitent que les réformes soient faites, eh bien, il leur appartient de reconstituer les rapports de force. C'est la raison pour laquelle nous, notre parti, le Togo Autrement, dans un passé récent, a parlé de la nécessité de constituer un front de refus pour empêcher le chef de l'État de faire une présidence à vie. Parce que notre parti a constaté que M. Faure Gnassingbé est dans une logique de présidence à vie. Et il faudrait tout faire pour l'en empêcher. Alors, pour ce faire, il y a besoin de reconstituer le rapport de force au niveau de l'opposition, c'est-à-dire créer un large front au sein duquel se retrouverait l'ensemble des partis qui souhaiteraient que les réformes soient faites, y compris la société civile et les personnalités individuelles qui draineraient les populations et les amèneraient à obliger, à faire pression sur le pouvoir exécutif de manière à ce que ce pouvoir puisse faire les réformes. Parce que pour nous, au parti Le Togo Autrement, sans ces réformes-là, ce pays n'aura pas d'avenir parce qu'il ne connaîtra jamais une alternance. Nous irons d'élection fraudée en élection fraudée, de conflit en conflit, de dialogue en dialogue. Voilà, et où en êtes-vous par rapport à cette idée que vous avez passée? Oui, mais par rapport à cette idée, je dois vous assurer que nous sommes en train de prendre des contacts. Et nous sommes en communion avec le parti ADI. Nous prenons les contacts pour que le front de refus soit constitué. Eh bien, nous sommes en train de revoir les gens, de discuter et bientôt, la question du front de refus va être à jour parce que nous constatons qu'il n'existe pas de volonté politique de la part du chef de l'État d'opérer les réformes. Parce que si il y a une volonté politique réelle de la part du chef de l'État de faire les réformes, nous n'avons pas besoin d'attendre 2 ou 3 jours. Nous n'avons pas besoin même d'aller dans un atelier de réflexion. Parce qu'il nous souvient qu'en 2002,
C'est en une seule soirée qu'on a modifié la Constitution dans tous ces articles-là. Et en 2005, à la mort de Gnassingbé Eyadema, le RPT s'est réuni pour modifier la Constitution, pour réviser la Constitution. Il n'a pas eu besoin d'aller dans un atelier, d'aller dans des groupes de réflexion, etc. Aujourd'hui, s'il y a une volonté politique de la part de l'exécutif, les réformes seraient faites. Il n'y a pas de volonté politique de la part de M. Faure Gnassingbé de faire les réformes, parce que les réformes ne l'arrangent pas. Alors ce qu'il faut faire, politiquement parlant, c'est de reconstituer ou de constituer le rapport de force au niveau de l'ensemble des partis qui souhaiteraient que les réformes soient faites, de manière à les obliger, à les contraindre à aller vers les réformes, parce que ces réformes sont importantes pour notre pays. Voilà, M. Fulbert Sassou Atisso, vous êtes leader de formation politique, vous étiez journaliste de formation. Il y avait 5 ans, les forces vives de la nation togolaise se sont retrouvées au cours des assises, à la conférence nationale bien sûr. Et quel souvenir gardez-vous de cette conférence nationale? Le souvenir que j'ai de cette conférence nationale, j'étais déjà un grand jeune homme en 1991. Je n'ai pas participé à la conférence nationale souveraine, mais j'étais un bon observateur de cette conférence. Alors le souvenir que j'en garde, c'est que la conférence nationale souveraine a connu des hauts et des bas. La conférence a connu des hauts parce que elle a dégagé des perspectives, elle a dégagé des décisions qui restent encore aujourd'hui d'actualité. Si ces décisions de la conférence nationale avaient été appliquées, avaient été mises en œuvre, notre pays ne serait pas à ce niveau aujourd'hui. Et puis, il faut dire aussi que certains acquis dont le peuple togolais jouit aujourd'hui, comme la liberté d'expression, la liberté de presse, la liberté de religion, la liberté et toutes les autres libertés, la liberté d'aller et venir, sont des acquis de la conférence nationale souveraine. Donc voilà les hauts de la conférence nationale souveraine. Maintenant, la conférence nationale souveraine a connu des bas. Tout le monde aurait souhaité que cette conférence nationale eût été les états généraux de l'État. Et cela supposerait que au sein de la salle, qu'il n'y ait pas eu les dérives et les dérapages que nous avons connus. Parce que cette conférence nationale a donné lieu à de véritables dérapages et des dérives. On a entendu des invectives, des insultes. C'était, à vrai dire, le procès du régime de Gnassingbé Eyadema. Eh bien, ce régime le méritait aussi parce que quand on connaît la répression qui a été exercée sur le peuple togolais pendant 24 ans avant cette conférence nationale, on comprendrait que les dérives que la conférence nationale a connues ont été à la mesure de la répression. Mais il eût été souhaitable que cette conférence nationale fût une assise où au moins un consensus aurait été dégagé sur la façon de gérer le pays. On n'a pas connu ça. La conférence s'est soldée par la victoire d'un camp sur l'autre. Et finalement, qu'est-ce qui s'est passé? Le parti au pouvoir, le parti unique d'alors, le RPT, a contré toutes les décisions de la conférence nationale. Aucune des décisions de la conférence nationale n'a été mise en œuvre. Donc on a vu une confrontation entre ceux qui ont été les autorités de la transition qui sont sortis de cette conférence nationale et l'ancien régime. Et cette confrontation a débouché finalement sur, on va dire, la victoire du parti RPT. Le parti RPT a pris le dessus et depuis, le pays est resté dans les difficultés que nous connaissons et nous n'avons pas connu d'alternance. Les décisions de la conférence nationale n'ont pas été appliquées. Eh bien voilà,
la conférence a eu des acquis, mais la conférence aussi a eu des revers. Et bon, voilà, là, nous sommes dans une situation difficile, 25 ans après cette conférence nationale. Voilà, un homme a marqué cette conférence nationale, je veux nommer Otavio Amorim. Il a été abattu, assassiné le 23 juillet 1992. Le 23 juillet dernier, c'était la date anniversaire. Vous connaissez bien le monsieur? Je connais bien Otavio Amorim. Qu'en dites-vous de ce il monsieur? venait chez nous à la maison parce qu'à l'époque, il suscitait de l'admiration. Otavio Amorim, c'était un jeune leader socialiste et panafricaniste, d'une éloquence assez rare. Il était admiré de toute la jeunesse. Et justement, le 23 juillet 1992, donc dans la nuit du 22 au 23 juillet 1992, il a été fauché. Il a été flingué par deux énergumènes, se disant policiers, Kariwe et Poupessi. Tout le monde avait prié, parce que Otavio n'était pas mort sur le coup, tout le monde avait prié que Otavio fût sauvé, revienne à la vie, mais Dieu en a voulu autrement. Otavio Amorim est mort, ça a été une grande perte, non seulement pour la vie politique, mais pour notre pays, parce que c'était un garçon très brillant, et certains disent même que s'il avait été en vie, le processus de démocratisation n'aurait pas dérouté, n'aurait pas connu le sort qu'il connaît aujourd'hui. En définitive, Otavio Amorim, le souvenir que je garde de lui, c'est un jeune leader politique très brillant qui a été malheureusement fauché et qui, depuis ces assassins, ceux qui l'ont assassiné, Kariwe, Poupessi, ces soi-disant policiers, continuent de courir. Ils n'ont pas jusqu'à présent été arrêtés parce qu'ils ont été protégés par le régime de Gnassingbé et Yadema. Moi, je peux vous raconter cette anecdote. Quand j'étais en prison pour la politique en 2010 à Kara, j'ai rencontré un jeune homme qui s'est présenté comme étant un des enfants de Poupessi. Et je lui ai dit, ah, c'est votre père qui aurait tiré sur Otavio Amorim. Il m'a répondu oui, qu'il a appris l'histoire après parce qu'il était jeune. Et moi je dis, mais où se trouve votre père? Il m'a dit, non, mais il est là, il est à Kara. Et qu'est-ce qu'il fait? Il m'a dit, il fait du commerce. Voilà quelqu'un qui a tué, qui est un criminel et qui vit tranquillement au Togo et qui n'a jamais été inquiété. Tout ce que nous pouvons dire, c'est que Otavio Amorim a été une grande perte. Je suis sûr que justice lui sera rendue, même si ce n'est pas aujourd'hui, ce sera demain. Monsieur Fulbert Assouati Sow, merci beaucoup à vous. C'est moi qui vous remercie.